Rebonjour, merci d'être resté. Je ne sais pas où on est le foot, mais c'est bien plus intéressant ici. Plus au passage, quand même, un grand merci à l'équipe de France qui a accepté de jouer hier pour protéger cet après-ASCO. Quand même, c'est très élégant. En plus, ils ont gagné. Alors, on parle des tumeurs thoraciques avec Benjamin Besse, avec David. C'est Planchard ou Blanchard Blanchard, pas le Blanchard. Hein. Blanchard, ok. Ils ont, comme vous le voyez, une caractéristique. Ils portent tous les deux une cravate et on va voir si au bout des 20 minutes devant les spots, ils tiennent le coup. Je leur souhaite bon courage. On commence avec toi, David, sur les TKI. Oui, TKI. Merci, Gustavo, aussi pour la clim, effectivement. Du coup, TKI, moi, je vais faire un... Vous allez voir, ça a été un bel ASCO, globalement, même si c'était essentiellement des études de phase 2, mais c'est vraiment en train de bouger à une vitesse dans le poumon, comme on le sait, les EGFR, les exons 20, les CARAS, les HUA2, les ALK, les RET. Globalement, c'est difficile de faire un résumé maintenant du poumon, même en 10 minutes, ceci étant les scoops de l'ASCO. La première donnée, ce qui est important, on se bat pour nos patients qui sont EGFR mutés. On a cette première, deuxième génération d'inhibiteurs, on a ces troisième génération avec l'osimertinib. On sait derrière les mécanismes de résistance, on commence à les comprendre. C'est très hétérogène. Il y a essentiellement des nouvelles mutations de l'EGFR sur l'exon 20, la C787S par exemple, et puis des amplifications de MET. Alors qu'est-ce qu'on va faire chez ces patients 2 ans après l'exposition à l'osimertinib? Eh bien, une des premières données, une des premières bombes, j'ai envie de dire, c'est l'association. C'est l'amivantamab et l'azertinib. L'amivantamab, c'est un anticorps complètement humanisé, anti-EGFR, anti-MET, plus avec probablement une stimulation du système immunitaire, et que vous allez associer au lazertinib. Dans le cas de cette étude, tous les patients ont reçu l'osimertinib, et ce qui est très joli, c'est qu'ils ont regardé ensuite sur des biopsies tissulaires, liquides, profil NGS, est-ce qu'on pouvait enrichir les patients qui avaient un meilleur bénéfice sur ce type d'association et de regarder l'expression par immunohistochimie de GFR et de MET. Les premières données, vous voyez, association post-osimertinib, c'est 36% de taux de réponse, c'est très joli, c'est 5 mois de médiane de PFS. Et puis après, si vous essayez d'enrichir la population, c'est ce qu'on va voir en bas à gauche, patient pour lequel vous aviez une altération en NGS sur la voie GFR ou la voie MET, eh bien, vous enrichissez, c'est 47% de taux de réponse, médiane de PFS, 6,7 mois. Et puis à droite, même si vous n'identifiez pas un mécanisme de résistance EGFR ou MET, vous voyez qu'avec cette bithérapie, vous êtes quand même à 39, on va dire 29% de taux de réponse, donc ça marche aussi. Et puis encore plus joli, simplement par immunohistochimie, patient immunohistochimie EGFR et MET, il y avait 10 patients, et bien vous voyez que 9 patients sur les 10 ont une réponse partielle, c'est 90% de taux de réponse, et cela, quelle que soit potentiellement l'identification par NGS d'un mécanisme ou non de résistance sur la voie EGFR ou MET, donc vous voyez que simplement par IHC, positive MET, positive HUA2, 90% de taux de réponse, médiane de PFS à plus de 1 an, 12,5 mois. Donc on voit un petit peu l'efficacité de ce type de combinaison post-osimertinib. Deuxième drogue qui va aussi révolutionner ces patients EGFR, anticorps conjugués, donc ces ADC, c'est en train vraiment de chambouler la prise en charge des cancers du poumon. Donc c'est le patritumab deruxtecan, anticorps humanisé anti-HER3. Vous avez un linker et à l'autre bout, la drogue de chimiothérapie qui est un inhibiteur de topoisomérase. Donc vous allez cibler HER3. Ce qui est très joli, c'est que dans le cancer du poumon et notamment l'HER2, vous avez quasiment 90% des patients qui surexpriment HER3. Donc ce n'est pas un mécanisme de résistance. Il y a une surexpression sur ces cellules tumorales EGFR mutées. Et donc c'était des patients qui avaient reçu au moins une ligne de TKI, plus ou moins de l'osimertinib, plus ou moins de la chimiothérapie dans à peu près 60% des cas. Et vous voyez qu'en monothérapie, patritumab deruxtecan, 39% taux de réponse, médiane de PFS, 8,2 mois. Et quand vous regardez en dessous, quel que soit le type de mécanisme de résistance, si vous avez toujours une activation de la voie EGFR, si vous avez une voie de bypass, ça fonctionne. Donc on voit bien que de nouveau, on va avoir une nouvelle ligne thérapeutique chez ces patients EGFR mutés post-TKI. Dernière chose sur laquelle ils ont regardé, est-ce qu'on peut enrichir les patients en fonction de l'expression d'HER3. Quasiment tous les patients, toutes les tumeurs surexpriment HER3, quel que soit le niveau d'expression, faible ou fort. Le bénéfice est pareil, donc il n'y a pas de sélection des patients à faire en fonction du statut d'HER3. Et puis quelque chose qui est aussi assez joli, qu'on fait de plus en plus, c'est le monitoring plasmatique de l'ADN tumoral circulant. Ben, les patients qui ont une disparition de l'ADN tumoral circulant à 3 semaines ou 6 semaines ont une nette meilleure, on va dire PFS, que les patients qui n'ont pas de disparition de l'ADN tumoral circulant. Donc c'est une façon un peu précoce
d'aller anticiper le bénéfice sur le plan moléculaire avant la réalisation d'un bilan scanographique. Donc vous voyez que le GFR, c'est en train de pousser très fort sur les mutations classiques. Les mutations atypiques aussi, on en a de plus en plus, ces patients avec une mutation au niveau de l'exon 20 de l'EGFR. On a eu le pazopanib, efficace mais assez toxique. Eh bien, 3 études. Étude de phase 2, phase 1, mobocertinib, c'était un update des données. Vous voyez, 114 patients, 28% de réponse. Et 2 études très prometteuses de phase 1, avec le DZD 90-08, quasiment 40% de taux de réponse. Le CLN 081, pareil, 50% de taux de réponse. Donc vous voyez, de nouveau, il va falloir cibler ces patients exon 20, sachant qu'actuellement, il y a une ATU spécifique pour le mobocertinib chez ces patients mutés exon 20. Donc vraiment, le GFR, ça devient quelque chose de très sympa en termes de séquence thérapeutique. CARAS, on s'est cassé le nez pendant des années sur les inhibiteurs CARAS, pas d'efficacité, toxicité, est arrivé le sotorasib, inhibiteur spécifique de CARAS, surtout et essentiellement les mutations G12C. On avait les données de la phase 1, on a les données maintenant de la phase 2, 124 patients, ce qui confirme l'efficacité de cet inhibiteur CARAS, post-chimiothérapie, plus ou moins immunothérapie, c'est 37% de taux de réponse, médiane de PFS aux alentours de 7 mois, survie globale 12 mois. Donc actuellement, ATU pour le sotorasib, on espère avoir un enregistrement très rapide du sotorasib chez ces patients CARAS mutés, G12C, il faut absolument les exposer au sotorasib. Et quand on regarde les sous-analyses, patients qui n'avaient reçu que de l'immunothérapie, pas de chimiothérapie, on est à 70% de taux de réponse. Donc vraiment un très bel inhibiteur. La suite, ça va être un développement probablement en association, en première ligne thérapeutique. Est-ce qu'on peut faire du biomarqueur? Est-ce qu'on peut enrichir cette population? Notamment, regarder les mutations STK11, les mutations CAP1, c'est plutôt des facteurs prédictifs de résistance à l'immunothérapie. Ce qui a été montré, c'est en tout cas s'il y avait des mutations CAP1 et mutations CARAS G12C, a priori, ces patients avaient un bénéfice plus limité au sotorasib. Vous voyez, c'était de l'ordre de 15% de taux de réponse avec une mutation de CAP1. Donc peut-être aussi qu'on peut aller regarder ces sous-mutations, ces commutations de CARAS G12C. HER2, oui. HER2, association comme on le fait dans le sein. Une belle combinaison, étude française de l'IFCT, trastuzumab, pertuzumab, docetaxel, post-chimio, post-immunothérapie. Est-ce que ça fonctionne? La réponse, oui, quand on voit ce type de réponse, 28%, médiane de PFS, 7 mois. Ceci étant, si on va le comparer au jour d'aujourd'hui à un ADC comme TDM1 ou le trastuzumab deruxtecan, vous voyez qu'on n'est pas à la hauteur. Ce qui va vraiment percer, c'est l'ADC, donc le trastuzumab deruxtecan, c'est 62% de taux de réponse, médiane de PFS, c'est 14 mois qui va devenir le nouveau standard post-chimiothérapie, plus ou moins immunothérapie chez les patients HER2 mutés. Les patients ALK, je vais aller rapide, il n'y a pas eu de nouvelles données, il y a une mise à jour, un update de l'étude ALEX, la J-ALEX, c'est la sous-étude uniquement chez les patients japonais, alectinib versus crizotinib, une étude qui explose en faveur de l'alectinib, c'est 34 mois de médiane de PFS versus 10 mois en termes de crizotinib. Ce qui est intéressant, c'est de voir, est-ce que la séquence thérapeutique, faire de l'alectinib puis autre chose, ou crizotinib, potentiellement de l'alectinib, fait mieux? Eh bien, ça pose la question, puisqu'il n'y a aucune différence significative sur la survie globale. Vous voyez qu'à 5 ans, on est à 60% dans les 2 bras. Le crossover est très important, c'est des patients japonais. Quasiment 80% des patients avec le crizotinib recevaient de l'alectinib. Donc ça veut dire que finalement, cette séquence-là, elle n'est pas à mettre au rebut. On peut potentiellement toujours imaginer faire de la séquence thérapeutique chez ces patients avec un bénéfice au final qui sera de la même amplitude sur la survie. Étude japonaise, on va attendre la mise à jour des patients non japonais. Et puis rapidement, et pour terminer, les patients RET, c'était une mise à jour aussi des 2 grandes molécules phares et vraiment les standards thérapeutiques, selpercatinib, pralsetinib, patients avec un remaniement RET, des cohortes chez les patients pré-traités chimiothérapie, patients naïfs de chimiothérapie, ça explose, vous voyez, c'est des waterfall plots hallucinants, sachant qu'on a l'impression, quand même, si vous les donnez très rapidement en première ligne, traitement naïf, c'est de l'ordre de 80% de taux de réponse, un petit peu plus bas, post-chimiothérapie, vous voyez, aux alentours de 60%. Donc ça pousse le fait d'aller screener nos patients RET très rapidement, les exposer très rapidement au selpercatinib, au pralsetinib. Donc de nouveau, un vrai standard thérapeutique chez ces patients qui sont RET. Donc si on résume, vous voyez qu'il y a vraiment plein de choses qui vont de nouveau changer la prise en charge des cancers du poumon. Pour les patients EGFR post-osimertinib, les exons 20, les mutations CARAS G12C, et puis les anomalies de RET, et puis les HER2, mais il n'y avait pas de mise à jour du trastuzumab deruxtecan. Donc vous voyez, véritablement, le screening moléculaire est absolument obligatoire. Ce n'est pas un screening simple, c'est un screening vraiment très large pour capter toutes ces mutations chez les patients porteurs d'un cancer du poumon.
Excellent. Peut-être pendant que Benjamin se prépare, une question sur les patients ALK. Est-ce que finalement on reste avec une stratégie plutôt de séquence en basant sur la toxicité, ou est-ce qu'au contraire la prévention des métastases cérébrales doit faire basculer vers le deuxième médicament? Qu'est-ce que tu en penses? On est passé globalement, mais par facilité, sur la deuxième génération, c'est-à-dire donner le meilleur traitement tout de suite. L'idée de la séquence thérapeutique, elle est toujours de se dire, est-ce qu'on ne va pas louper la deuxième ligne, et est-ce que le patient, entre-temps, ne va pas progresser sur le plan cérébral? Et vivre avec des métacérébrales versus prévenir l'émergence des métastases cérébrales, ce n'est pas le même bénéfice, ce n'est pas le même stress pour les patients. Donc je pense qu'on va rester sur la stratégie de faire plutôt de l'alectinib. Mais encore une fois, si pour des raisons financières ou autres, ou si on a commencé du crizotinib, finalement, on ne va pas s'en sortir si mal, sachant qu'il faudra probablement plutôt avoir une surveillance un peu plus rapprochée, on sera un petit peu plus stressé, voire régulièrement le patient, avec des imageries cérébrale, versus de commencer d'emblée sur une deuxième génération sur laquelle on sait que quasiment pendant 2-3 ans, on est tranquille chez ces patients. Donc en termes de qualité de vie, c'est assez confortable pour les patients finalement. Et la toxicité ne fait pas réellement trancher l'un par rapport à l'autre? Non. Autant pour d'autres inhibiteurs de ALK potentiellement oui, autant ces deux inhibiteurs, soit la première ou la deuxième, avec l'alectinib crizo, sont ultra bien supportés sur la première ligne en fait. Ok, excellent. Immunothérapie, professeur Besse. Alors, on part sur l'immunothérapie avec une très belle année à l'ASCO cette année pour le cancer bronchique. L'année 2021, c'est l'année du périopératoire. On a depuis 5 ans l'immunothérapie en métastatique. On a maintenant enfin des données en périopératoire, et on a eu la présentation, alors pas en plénière, mais à l'oral d'IMpower10, qui est la première étude positive d'immunothérapie en adjuvant. C'est une étude qui réfléchit avec la dernière TNM, pas celle qu'on utilise aujourd'hui, mais la TNM 7, les stades 1B à 3A. Globalement, c'est les stades qui sont éligibles à une chimiothérapie. Donc ces patients étaient opérés, avaient une évaluation de PDL1 en centralisé, mais n'étaient pas inclus en fonction du statut PDL1. Ils recevaient une chimiothérapie post-opératoire et étaient randomisés entre l'atezolizumab pendant 1 an ou une surveillance, donc pas de placebo. 1005 patients inclus, et un plan statistique un poil compliqué, avec, comme on voit beaucoup aujourd'hui, une analyse hiérarchique sur un critère principal de jugement qui est la survie sans récidive, et une analyse qui commence par les patients dont la tumeur exprime PDL1, 1% des cellules tumorales ou plus, stade 2 ou 3A. Puis on passe sur les stades 2 ou 3A, et ensuite sur l'ensemble de la population, stade 1B à 3A. Voilà les 3 courbes de survie sans récidive. Donc sur la gauche, hazard ratio 0,66, on est dans la population qui a le plus de bénéfices, stade 2 et 3A, PDL1, 1% ou plus sur les cellules tumorales. Les courbes sont extrêmement convaincantes, ça se sépare vite. Et on passe ensuite au milieu sur la deuxième population, non sélectionnée sur PDL1, hazard ratio un peu moins bon, 0,79, mais significatif. À noter que dans cette population, qui sera peut-être celle pour laquelle on aura une AMM, pas de bénéfice chez les patients non fumeurs et chez les patients dont la tumeur est mutée EGFR ou présente un réarrangement ALK. Dans l'étude de sous-groupe, pas de bénéfice clair pour les PDL1 négatifs. Donc est-ce que l'AMM sera restreint au PDL1 positif? C'est la question. En tout cas, ce ne sera pas pour les stades 1B à 3A, puisque là, ça n'est pas significatif. Alors, c'est étonnant parce que c'est vraiment une étude qui change la pratique. Il y a beaucoup d'études qui vont être présentées, j'espère, en 2021 avec les compétiteurs de la tezolizumab. Et pourquoi ça n'a pas fait la plénière? Eh bien, peut-être à cause de ce plan statistique compliqué, puisque la survie globale dans la population globale ne peut pas être formellement analysée, puisqu'on n'a pas le critère précédent, la DFS dans la population globale, qui est positif. Alors, on a quand même des premières courbes de survie. Les données sont totalement immatures. On s'attend quand même à avoir un taux de crossover extrêmement important, parce que l'immunothérapie fait vraiment partie du standard en première ligne thérapeutique chez les patients métastatiques, que la tumeur exprime ou non PDL1. Donc quand même un petit challenge sur la survie globale. Alors la deuxième étude qui est présentée pour la deuxième fois cette année, on a vu les données préliminaires à l'AACR et on a maintenant des données un peu plus précises sur le traitement, sur la chirurgie. C'est l'étude néoadjuvante CheckMate 816. Dans cette étude, on a exactement la même population, stade 1B à 3A, toujours sur la TNM numéro 7. Là, on exclut les patients dont la tumeur est mutée EGFR ou réarrangée ALK.
Et les patients sont randomisés entre 3 cycles de chimiothérapie, donc bithérapie avec celle de platine, ou la même chose, plus du nivolumab. La chirurgie est faite dans les 16 semaines après la fin du traitement d'induction. Deux critères principaux de jugement, la réponse pathologique complète et la survie sans événement. On a les données uniquement sur la survie, sur la réponse pathologique, et vous voyez que c'est extrêmement net. Sur la réponse pathologique complète, on passe de 2% à la chimiothérapie, un poil bas, on était plutôt autour de 10% à 24%. Et sur la réponse pathologique majeure, qui est vraiment le critère qui sort beaucoup maintenant pour le néoadjuvant, qui correspond aux tumeurs avec moins de 10% de cellules viables, on passe de 8,9 à 36,9%. Alors un tout petit peu déçu parce que la phase 2 espagnole, qui avait fait 3 cycles de Taxol carbo nivolumab en néoadjuvant pour des patients atteints de cancer bronchique stade 3A, avait montré des taux de réponse pathologique complète à 63% et 83% de taux de réponse pathologique majeure. Et c'est un peu le défaut des études d'immunothérapie dans le poumon, c'est qu'on a des études de phase 2 qui sont exceptionnelles en termes de taux de réponse, et dès qu'on passe sur la phase 3, patient un peu moins bien sélectionné, on est toujours un peu déçu. Néanmoins, ça pourrait devenir un standard. Sauf que, quand on regarde le détail de la chirurgie, on peut un peu avoir des frissons dans le dos. Alors regardez, sur la gauche en vert, chimio nivolumab, en marron, chimio seul, et on va regarder le cadre rouge, qui sont les chirurgies annulées. Tous les patients étaient inclus avec des tumeurs résécables. Pour les stades 1B2, c'est une indication absolument formelle à la chirurgie, on a quand même dans le bras chimio niveau 12% d'annulation et dans le bras chimio 13% d'annulation. On pourrait considérer ça comme inacceptable. Alors on a des raisons, hein. On a 5 à 11% 2 à 5% des patients qui ont une progression, et puis on a d'autres raisons qui peuvent être de la toxicité par exemple, mais c'est un chiffre qu'il faudra vraiment garder en tête parce que la compétition maintenant, ça va être est-ce que je fais mon immuno avant ou après la chirurgie, et sur ces petits stades à discuter. Pour les stades 3, on a quand même 17 à 25% de chirurgies qui sont annulées, mais c'est des stades qui sont un petit peu plus délicats, souvent avec une atteinte ganglionnaire N2, et on est toujours un peu borderline sur la chirurgie. Une mise à jour de Pacifique, l'étude radiochimio avec la consolidation par durvalumab. Très jolie, à 4 ans, on a toujours 13% d'écart entre le bras surveillance après radiochimio et le bras durvalumab. C'est très joli parce que ça veut dire qu'à 4 ans, on n'a pas récidivé, on a guéri, et on a guéri 13% de patients en plus. Donc on peut s'attendre à ce que les courbes des données sur l'étude adjuvante soient post-chirurgicales soient un peu pareilles. Et puis très rapidement, dans le métastatique, alors pardon, j'avais mis 2 dias sur les études d'immunothérapie concomitante à la radiochimiothérapie. Aujourd'hui, on n'a que des phases 2. Et si vous regardez la ligne de récidive à 1 an, hein, la PFS à 1 an, vous voyez que les chiffres sont globalement comparables, toujours très délicat de comparer. C'est vrai que la grosse question après Pacifique, qui est de la consolidation, c'est est-ce qu'il faut faire l'immunothérapie pendant la radiothérapie? Aujourd'hui, on n'a absolument pas de données là-dessus. Donc en métastatique, une seule diapo, c'est la place de l'ipilimumab. On a l'étude Checkmate 227 en haut qui a comparé une chimiothérapie à IPI niveau, c'est la courbe rouge, et puis pour les PD-L1 négatifs, qui est probablement la population la plus intéressante, on a aussi une courbe avec chimiothérapie et nivolumab. Alors les données de mise à jour sont intéressantes parce qu'on a le sentiment que l'ipilimumab pourrait induire des longs répondeurs chez les PD-L1 négatifs. Ça, c'est une info très intéressante, mais la demande d'AMM a été retirée en Europe pour cette combinaison parce que en dessous, étude Checkmate 9LA, là on fait 2 cycles de chimiothérapie avec IPI niveau. Ça évite que les courbes de survie se croisent au départ, on évite le phénomène d'hyperprogression ou de progression rapide. Et là encore, on a chez les PD-L1 négatifs un effet qui est assez intéressant. Alors, le bras contrôle ici est chimio seul. C'est vrai que chimio-immuno maintenant est notre standard. Donc on ne sait pas vraiment comment situer ces études contre chimio-immuno. On va devoir attendre plus de suivi, type Pacifique, 4 ans de suivi, pour savoir si on a vraiment plus de longs répondeurs avec l'ipilimumab. La question reste totalement ouverte. Alors nous, côté donc immuno, oui, des données qui changent la donne.
L'adjuvant va probablement être là. Il y a un an, on vous présentait avec David les données chez les EGFR mutés de l'osimertinib. On a présenté ça exactement au même moment. Et on a eu le médicament en PTU en décembre. On pourrait imaginer que ce soit la même chose pour l'athézo. Bravo. Que de bonnes nouvelles pour un cancer si grave. Et en plus, vous avez gardé tous les deux vos cravates. Donc vraiment, double bravo. Des questions ? Oui, j'aperçois une question. David ? Merci. Benjamin, dans l'étude néoadjuvante, j'ai cru comprendre que les progressions étaient minoritaires dans les causes de chirurgie annulée. Est-ce qu'il y a des gens qui ont annulé tout simplement parce qu'ils étaient en réponse complète ? Non, il n'y a pas eu d'annulation pour ces causes. Il y a eu des refus des patients. C'est extrêmement hétérogène, les causes d'annulation. Il va falloir étudier ça de beaucoup plus près, je pense. D'autres questions ? Attention, si je vois un doigt levé, c'est une question. Non ? C'est bon ? Bon, merci beaucoup à tous les deux encore une fois. Très beau résumé et on se retrouve dans quelques minutes pour les soins de support. À tout de suite.